Alors bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour à tous, citoyennes et citoyens. Les conférences, c'est comme les mariages, conférences pluvieuses, conférences heureuses. Ah, Donc c'est voilà, ça. on va commencer. Vous êtes devant la meilleure conférence du week-end, je tiens à vous le dire, en toute humilité. C'était le nom du Google Doc en fait, c'est pour ça. Alors, on commence donc. Mais oui, bah oui, donc du coup, si le capitaine et moi sommes là aujourd'hui, comme vient de le dire Ben, si vous l'avez bien écouté, donc du coup, c'est pour vous parler des liens entre l'histoire et la SF. Voilà. Oui, parce que de premier abord, trouver des liens entre les deux, c'est pas forcément évident. On est ici à un festival d'histoire plutôt tendance médiévale, il faut l'avouer. Mais bon, dans la science-fiction, il y a des thématiques qui peuvent être communes à l'histoire avec un grand H et au traitement qu'en fait la science-fiction. Et puis il y a des œuvres de science-fiction qui sont inspirées de l'histoire également. Donc avec le Esper, par contre, on voulait aller plus loin. Et oui, car il existe un genre de la science-fiction donc, qui s'inscrit pleinement dans cette démarche de réfléchir l'histoire, et en fait, ce genre, c'est l'Uchronie. Et donc, du coup, d'où le sujet de notre conversation, quand la SF joue avec l'histoire. Donc, du coup, étape primordiale à toute conférence de qualité, donc je vais laisser le capitaine commencer par définir la notion la plus large. Qu'est-ce que c'est la science-fiction? Ok, la science-fiction, donc c'est un genre de l'imaginaire, déjà, qui va se définir par un fait très simple, c'est qu'au sein d'un récit de science-fiction, les éléments qui sont fictifs vont être expliqués scientifiquement dedans. Par exemple, un vaisseau spatial qui va voyager à la vitesse de la lumière, chose qui n'est pas possible encore aujourd'hui, cela sera expliqué parce qu'on aura découvert par exemple une source d'énergie qui permet de faire cela. C'est ça qui va faire la différence avec le fantastique par exemple, où là le fantastique, tous les éléments fictifs, eux, n'ont pas d'explication. Un fantôme qui apparaît comme ça, par hasard, il n'est pas explicable scientifiquement, ça fait partie du surnaturel, donc là on est dans le domaine du fantastique. Et on verra qu'en fait la science-fiction englobe des fois une définition plus large, parce que moi je classe l'Uchronie dans la science-fiction, c'est à débattre. En tout cas, nous on part du principe que l'Uchronie fait partie de la science-fiction. C'est ça, et donc du coup, selon le Robert, on fait ça bien, donc l'Uchronie c'est une reconstruction fictive de l'histoire, donc relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. Donc en fait, Uchronie ça vient de chronos, qui signifie le temps, donc précédé du U négatif. En anglais on parlera surtout de alternate history. Et donc du coup, voilà, les plus littéraires d'entre vous se souviendront peut-être, c'était au bac en 2009, de cette citation de Blaise Pascal issue de ses pensées, qui était « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face du monde eût été changée ». Voilà. En gros, on part d'une réalité historique qui va faire face en fait à ce qu'on appelle un événement divergent, ou un point de divergence. Ok, excusez-moi, j'étais déconcentré. Qui va modifier du coup la réalité historique future. Il y a un événement qui change par rapport à ce que nous on a connu, et on va imaginer ce que va être l'histoire par la suite. Et du coup, moi aussi, je peux faire des citations. Elle est d'Asimov. Par contre, moi je ne l'ai pas par cœur. Elle est plus complexe. Alors, c'est Asimov qui l'a dit, il y a tant d'occasions où le destin de l'humanité semble n'avoir dépendu que de la survenue d'un événement singulier, lequel aurait pu advenir de cette manière ou d'une autre avec une égale probabilité. Voilà. Voilà, c'est juste ton argument d'autorité, en fait, tu lis ta citation, genre hyper classe. Et... Très bien. On ne vous comprend pas, on ne vous comprend pas, littéralement. Donc l'exemple le plus ancien d'Uchronie connu, donc c'est issu de l'histoire de Rome depuis sa fondation de Tite-Live. Et en fait ici, on se contente d'évoquer l'hypothèse comme quoi Alexandre le Grand, en gros, aurait conquis l'Ouest au lieu de conquérir l'Est. Et la première Uchronie à part entière, en fait, c'est un roman de Louis-Napoléon Geoffroy Château, intitulé Napoléon et la conquête du monde, où en fait il aurait fui Moscou avant l'hiver 1812, et en fait aurait eu assez de forces militaires pour conquérir le monde. Voilà. Bon, maintenant qu'on a tous une vision assez claire de ce que c'est l'Uchronie, on peut se pencher sur le fond, ce dont ça parle, et surtout, en fait, puisque c'est là-dessus que repose l'Uchronie, quels sont les types d'événements divergents, de points de divergence qui sont représentés dans l'Uchronie. C'est ça, et en fait il y a plusieurs thématiques qui sont vraiment récurrentes dans ce domaine, et la plus populaire et de loin, c'est la victoire en fait de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est vraiment l'événement qui est le plus représenté. Alors on va essayer d'analyser pourquoi, c'est intéressant. C'est très simple. Bon, déjà c'est un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité, hein. Ça a quand même été le conflit le plus meurtrier. Si je ne me trompe pas, entre 50 et 85 millions de morts. C'est pas une fourchette, ça c'est un râteau, mais c'est pour vous montrer que j'ai pas trop fait mes recherches. Et il y avait également un combat idéologique très fort, hein. Ça on peut pas le nier. Et on pourra même supposer que bon, la proximité temporelle de cet événement avec eh bien, tout simplement la vie des auteurs et des autrices qui ont écrit des uchronies peut expliquer cela aussi.
Oui, alors on peut citer également The Man in the High Castle de Philip K. Dick, donc, que les amateurs de SF connaissent assez bien, dans lequel donc, en gros, Franklin Roosevelt est assassiné en fait, à Miami en 1933 donc, par Giuseppe Zangara, parce que donc, du coup, en vrai, il a réchappé à cette tentative d'assassinat. Pour ceux qui ne le savaient pas, hein, pas besoin de faire genre, vous saviez. Ouais, moi je le savais. Donc du coup, en fait, les USA s'enfoncent dans la crise et en fait, bah, voilà, l'Allemagne nazie et le Japon gagnent la Seconde Guerre mondiale. Dans le domaine du jeu vidéo, on peut citer le jeu de Bethesda Wolfenstein, Bethesda, c'est difficile à dire, Bethesda. Wolfenstein The New Order, qui est un bon exemple. En fait, les SS mettent la main sur une technologie très avancée qui a été mise au point par une société secrète. Et donc du coup, ils créent la bombe atomique en 1946 et bah, bim, il y a un nouvel ordre mondial nazi. Donc du coup, bah, voilà, ils finissent par continuer leur recherche au sein de leur base lunaire, évidemment, parce que voilà, tous les nazis ont une base lunaire, tout le monde le sait. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les Uchronies, les bases nazies lunaires, avec des flying saucers nazis. Pour ma part, moi je citerai Fatherland, qui est un excellent livre. Ça se passe dans les années 60 et en fait l'Allemagne donc nazie a gagné la guerre et on y suit un officier SS, puisque la SS est devenue la police régulière du Reich. Et en fait, on suit cet officier qui va découvrir la réalité des camps de concentration et des camps d'extermination, qui, évidemment, dans cet univers, ont été cachés à la population. Et lui, il va vouloir faire éclater la vérité. Et il y a eu un petit téléfilm, donc l'adaptation du livre en téléfilm, avec Rutger Hauer dans le rôle de cet officier SS. C'est un bon petit téléfilm du dimanche après-midi, je vous le conseille. Il y a un autre thème récurrent, c'est celui de la guerre froide. Et bon, au sens large, c'est-à-dire que là, le point de divergence, il va être directement lié à la guerre froide ou plutôt à la période. Oui, c'est ça. En fait, à l'instar de 39-45, en fait, de nombreux auteurs et autrices ont vécu cette période. Et c'est surtout une période trouble, vraiment étendue dans le temps, avec énormément d'enjeux différents. Elle a tout pour exciter l'imaginaire. On a des événements vraiment fous, la course à l'espace, la crise des missiles, le Watergate, etc. D'autant plus que, voilà, avec l'équilibre de la terreur et la menace de la destruction nucléaire qu'on évitait il y a peu, voilà, tous les ingrédients étaient réunis pour faire une bonne uchronie, en fait. Ouais, une œuvre notable dans ce domaine, c'est la série de BD Jour J, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en fait basée complètement sur l'Uchronie. C'est-à-dire que chaque nouveau numéro est une Uchronie avec un point de divergent différent. Et c'est vrai que par exemple, le premier numéro, ce sont les Soviétiques qui ont atteint la Lune avant les États-Unis. Voilà, et puis il déroule là-dessus. Je sais qu'il y en a d'autres aussi basés sur la guerre froide. Il y en a un par exemple, j'ai plus le nom, mais et je sais plus ce qui s'est passé pour que ça arrive à ça. Mais c'est Paris, c'est Paris qui va être séparé en deux par un mur au lieu de Berlin. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette série de BD. Le dessinateur change à chaque fois, les écrivains aussi, donc c'est des fois un peu inégal, mais je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et puis sinon, il y a plus récemment le jeu vidéo Prey, je sais pas si vous connaissez. Encore de Bethesda. Voilà, encore de Bethesda, dans lequel Kennedy en fait a réchappé à sa tentative d'assassinat. Comme Kennedy réchappe à sa tentative d'assassinat, il y a une vraie politique de conquête spatiale qui est mise en place. Et ça, c'est un petit peu quelque chose qui me tient à cœur, c'est que bon, plutôt que rester sur notre petit tas de boue à la con qu'on appelle la Terre, ce serait peut-être bien de se mettre à coloniser l'espace. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il fallait s'y mettre. Allons-y. Oui, effectivement. On peut également citer Watchmen, donc le roman graphique d'Alan Moore et de Dave Gibbons, donc sorti en 86-87 et adapté en 2009 par Zack Snyder avant qu'il se mette à faire n'importe quoi dans sa vie. Et donc du coup... Ok, ouais, ça mérite des applaudissements, effectivement. Désolé Zach, hein, mais bon. Donc du coup, dans Watchmen, en fait, donc les USA ont gagné la guerre du Vietnam grâce au Dr Manhattan, leur arme suprême. Donc en fait, le Dr Manhattan, pour ceux qui connaissent pas, c'était le grand mec tout bleu. C'est en fait un ex-physicien. Le pénis durant tout le film. Oui, effectivement. Ouais. Je sens que ça t'a perturbé. Oui, ça m'a mais... Non, pas perturbé. En fait, c'est un ex-physicien qui, après un accident, en fait, est devenu omniscient et omnipotent, ça tombe bien, au lieu de mourir avec un cancer horrible. Et donc, du coup, en fait, dans cette histoire, Nixon brigue son 5e mandat, rien que ça, parce que du coup, donc, l'amendement interdisant de cumuler plus de 2 mandats a été supprimé, et évidemment, le scandale du Watergate a été étouffé. Et donc, du coup, en fait, la 3e guerre mondiale menace d'éclater à tout moment avec le bloc de l'Est. Je vous en dis pas plus si vous n'avez toujours pas vu/lu Watchmen, parce que c'est vraiment très bien, donc du coup, faites-le. Voilà. C'est à toi de enchaîner. Et c'est moi qui enchaîne, effectivement. En fait, pour les amoureux de Jules Verne, on pourrait aussi aborder le genre du steampunk, qui, en fait, par nature, est une réinterprétation du passé, avec pour thématique principale, en fait, la révolution industrielle et l'ère de la vapeur et du charbon, en fait. Ouais, c'est un univers qui se caractérise vraiment par une empreinte esthétique une esthétique qui emprunte à la période victorienne. Bon, moi, je vous avoue que je suis pas très fan, je comprends pas du tout qu'on s'intéresse à ça, parce que moi, la période victorienne et la révolution industrielle, je trouve ça
inintéressant possible, mais bon, il se trouve qu'il y a quand même une forte communauté steampunk, donc il y a des gens qui aiment ça, hein. Mais bon, on peut quand même comprendre que ce soit une période qui ait vraiment créé des uchronies. Pourquoi? Parce que c'est tout de même une époque de grands changements sociaux, d'abord, et il ne faut pas oublier que la science-fiction, c'est pas uniquement des évolutions technologiques, hein, c'est aussi des évolutions sociétales. Donc là, pour le coup, cette époque-là, c'était quand même, on a beaucoup évolué là-dessus, et aussi, évidemment, donc technologique, avec la machine à vapeur, l'industrialisation, donc c'est pas étonnant que cette période ait excité l'imagination. Sinon, en fait, en exemple d'esthétique un peu steampunk à proprement parler, on peut parler des Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Sinon, on peut citer Capitaine Sky et le monde de demain. C'est un des films les moins bons d'Angelina Jolie, mais c'est pas grave, elle a un eye patch et il y a Jude Law dedans, ce qui est un exemple, qui est une envie comme un autre de voir un film. On peut citer, tant qu'on est dans les chefs-d'œuvre, Les Trois Mousquetaires de Paul W.S. Anderson. Et quand même. Très grand film. Je parle de cinéma, voilà, suivez-moi. Et donc on peut citer niveau jeux vidéo les excellents jeux BioShock, exactement, voilà, dans ce style-là. Sinon en steampunk, il y a Steam Boy de Katsuhiro Otomo, bien sûr, qui est là pour le coup vraiment une œuvre steampunk absolue. Il y a les univers de Miyazaki, souvent il y a également, ils ne sont pas complètement steampunk, mais il y a des éléments steampunk avec des machines à vapeur, etc. Et puis il y a la série de jeux vidéo Siberia, pour ceux qui connaissent, Lexno pourra témoigner, on l'avait fait ensemble à l'époque, avec plein de pantins désarticulés qui bougent tout ça. Enfin moi j'ai horreur de ça, je trouve ça horrible. Mais voilà, ça reste un très bon jeu, un peu technique, je vous le conseille. Sinon, en fait, d'une manière générale, toutes les thématiques sont représentées. Oui, parce qu'en fait, on peut du coup partir de n'importe quel point de divergence. La météorite qui a participé à la disparition des dinosaures qui ne serait pas écrasée, le 11 septembre qui ne serait pas arrivé, on avait noté quoi? La prise de Rome par Spartacus, ça c'est une des BD Jour J par exemple, ou encore, ça c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, Les Chroniques des années noires de Kim Stanley Robinson, dans lequel en fait la Grande Peste a complètement éradiqué la civilisation chrétienne, donc l'ensemble de l'Europe. Et ce qui a permis en fait aux civilisations musulmanes, indiennes, natives américaines et chinoises de dominer le monde. Et en fait c'est un super bouquin, c'est très intéressant à lire. Il a un petit défaut, on y reviendra après, mais je vous conseille vraiment. Et Kim Stanley Robinson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi lui qui avait fait la trilogie de Mars, donc 3 bouquins qui vont décrire la colonisation martienne sur 500 ans. Donc on n'est pas dans l'Uchronie puisque ça se passe pas dans le passé, mais il y a quand même un vrai travail de recherche. On est un petit peu dans la même démarche d'imaginer comment se passerait réellement la colonisation martienne sur 500 ans. J'ai fait un épisode dessus, je vous conseille d'aller voir et de vous abonner et de donner au Tipeee. Je le répéterai plusieurs fois, je vous préviens. Tipeee, c'est très important. Je suis capitaine de vaisseau spatial, moi, il faut faire tourner les machines. En fait, sinon, au niveau purement franco-français, on peut vous parler de la série de BD La Présidente, qui sont sorties il y a peu, qui imagine un monde où Marine Le Pen a gagné les élections. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Au final, on a cité que des exemples qui marquent l'histoire avec un grand H, mais on pourrait considérer qu'un film comme L'Effet Papillon, qui ne se concentre que sur les changements de vie d'un individu en fonction des décisions qu'il a prises. Ce serait bien une uchronie à proprement parler, à une toute petite échelle, même si la société n'est pas impactée par les décisions prises par cette personne et qui ont orienté son destin personnel. Sinon, tant qu'on cite des trucs sympas, il y a un épisode de Doctor Who, pour les amateurs. C'est bien, je dis Doctor Who, il y a toujours des gens par définition qui applaudissent et d'autres qui huent. J'ai encore rien dit, mais je préfère ceux qui applaudissent, c'est très bien. Donc il s'appelle Turn Left, où effectivement, c'est un épisode fort sympathique avec Ten et Donna, où en fait elle tourne à droite au lieu de... Enfin non, elle tourne à gauche au lieu de tourner à droite et tout change, hein, c'est formidable. C'est bien, c'est dans la thématique. Sinon, pour conclure en beauté cette liste d'exemples, on pourrait aussi citer le film Jean-Philippe, dans lequel Johnny Hallyday n'est pas devenu la star que l'on connaît, parce qu'il a eu un accident de scooter avant de se rendre à sa première apparition radio en 1959. Ouais, c'est une uchronie. En France, on a les uchronies qu'on mérite. Et je vous rappelle que ce type de chef-d'œuvre est payé avec vos impôts par le CNC. Voilà, disons les choses. Bon, maintenant, posons-nous la question pour conclure. Pourquoi faire des uchronies? Qu'est-ce qui nous pousse à réinventer l'histoire? C'est quoi ce besoin de se poser cette question? Et si? En fait, au-delà de tous les amateurs de théories conspirationnistes, en fait, le « et si » touche n'importe lequel d'entre nous, de manière en fait plus ou moins intime. Qui ne s'est pas demandé ce qui serait devenu si ses propres parents ne s'étaient pas rencontrés, tout simplement. Si on n'avait pas rencontré telle personne, chère à son cœur, dans telle circonstance, ou encore, qu'est-ce qu'on ferait si là, on avait une DeLorean tout de suite pour changer le passé? Ouais, d'ailleurs, souvent, on pose cette question, est-ce que vous auriez assassiné Hitler avant qu'il arrive? Quand il était bébé. Voilà, quand il était bébé.
Voilà. Tout ça, quoi. Mais voilà, mais même en fait, au-delà de ça, en tant qu'auteur, l'Uchronie permet d'avoir en fait un certain espace de liberté créative, tout en gardant un cadre et des références connues. Donc du coup, l'œuvre appâte plus ou moins le lecteur, le spectateur, le joueur, bref, le public, et puis lui propose un terrain plus ou moins familier. Bon, et puis on peut se dire aussi que la fascination des gens pour l'Uchronie, ça peut passer aussi par un certain manque de satisfaction par rapport au monde dans lequel on évolue. Enfin, je sais, par exemple, on a des figures historiques qu'on aime beaucoup, et souvent, moi j'aime bien Alexandre Legrand, et c'est vrai que souvent on se dit, la figure historique que j'aime bien, elle n'a pas eu le destin qu'elle aurait mérité. Hein, donc c'est vrai qu'il y a une forme de fantasme. Voilà, c'est ça l'Uchronie, c'est comment on va fantasmer une réalité qu'on aurait aimé vivre ou connaître, et qui n'a pas eu lieu, je pense. Et du coup, au final, quel est l'intérêt de faire une Uchronie? Bah ouais, parce qu'en fait, quoi qu'on fasse, dans l'Uchronie, on arrive toujours un petit peu au même schéma. Les guerres, les famines, les crises économiques. Et d'ailleurs, donc, je vous parlais des chroniques des années noires, j'avais dit qu'il y avait un petit défaut quand même dans ce livre, c'est que, donc je le répète, la civilisation européenne a complètement disparu, et du coup, ça part du XIIIe siècle jusqu'en 2200 à peu près. Donc, le monde a complètement changé, et malgré ça, on va retrouver les mêmes schémas, en fait. C'est-à-dire qu'au début du bouquin, vous avez deux calendriers, le calendrier grégorien, donc le nôtre, si je ne me trompe pas, et à côté le calendrier musulman, puisque c'est celui-là qui s'est imposé dans le monde de cet univers. Et du coup, on voit qu'à peu près à ce qui correspond donc à notre XXe siècle, au début, il y a eu une grande guerre mondiale. Donc au lieu qu'il y en ait eu deux, il y en a eu une plus longue, mais donc en fait, on est toujours dans les mêmes... comment dire, les mêmes cycles, on va dire. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une petite réflexion sur le fait que en fait, la nature humaine nous amène à faire toujours les mêmes erreurs, à répéter? Je pense que c'est le cas, quand même. C'est un peu ça le but aussi, l'Uchronie, c'est que on est toujours des gros cons, hein, on finit toujours par être des gros cons, disons-le clairement. Mais moi, pour le coup, en tant que lecteur de ce livre, j'avais trouvé ça un peu trop facile, quoi. Je trouve que en termes d'imagination, ça manquait un peu. Bon, il s'était pas sorti les doigts. On va dire les choses comme ça. Voilà, donc l'Uchronie. Ouais, pardon. Donc l'Uchronie, outre la différence en fait en termes des protagonistes de ces événements, bien souvent, elle apporte pas une réelle nouveauté situationnelle, quoi. Voilà, bon après ça n'empêche pas l'Uchronie d'être un très bon genre à lire, à découvrir, à voir, etc. et qui remplit bien son rôle en fait en termes de réflexion qu'on pourra avoir sur notre propre monde. Oui, bien sûr. Et en fait, en conclusion, en fait, l'Uchronie est un genre assez riche, mais pas parfait. C'est un exercice d'imagination. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, on arrive à la fin de cette conférence, et je tiens à préciser qu'on a réussi quand même à parler de science-fiction à un festival d'histoire tendance médiévale. Donc s'il y en a dans cette assemblée qui ne pensaient pas aimer la science-fiction, peut-être que c'est une bonne porte d'entrée vers ce genre, via l'Uchronie. Et on espère que du coup vous avez apprécié. Merci à Vesper d'avoir trouvé le sujet de cette conférence. Vous pouvez nous applaudir. C'était bien ?